IMOTEP, BKNFR, de nouveau, soyez les bienvenus dans les instances d'Hyper Ankh MTouti à travers la littérature Couche Kamit Congo. Aujourd'hui, nous nous retrouvons avec une certaine anticipation, normalement hors du temps de l'espace, appelé Djed Chetaout Zulu et diffusé en direct entre 17h30 et 18h30. Aujourd'hui, nous sommes entre 14h et 15h. Parce qu'aujourd'hui, c'est les jours de mon cycle, qui est communément appelé jour de naissance. Et donc, nous avons organisé une petite célébration à la maison. Et donc, nous avons convié faire hors de temps et de l'espace maintenant. Mais ne vous inquiétez pas, l'émission sera rediffusée à 17h30, entre 17h30 et 18h30, pour ceux qui n'auront pas pu faire autre choix qu'être disponibles à cette heure-là. J'ai reçu de meilleurs vœux de tout le monde, de partout, depuis ce matin. Ils ne font qu'affoler. À ceux qui m'ont déjà souhaité les meilleurs vœux pour ce nouveau cycle. Et ceux qui vont me le souhaiter durant la transmission. Et pour ceux qui vont me le souhaiter dans les jours à venir, j'ai dit Doua Netcherenek. Je veux aussi remercier tous ceux qui nous rejoignent, tous ceux qui sont en train de nous suivre. L'émission est passée en direct sur la radio Couche Kamit Congo, la radio qui accompagne votre veille de conscience. Elle est passée en direct sur YouTube et sur Facebook et va être passée en rediffusion sur YouTube également. Dans les prochains jours, nous aurons la possibilité aussi d'intégrer les émissions en direct, directement sur Instagram et d'autres plateformes. Doua Netcher pour vous être là avec nous ce soir, cet après-midi, dans Djed Chetaout Zulu, hors du temps et de l'espace. Nous n'allons pas commencer aujourd'hui, comme c'était un renouvellement de cycle, nous allons dire quelques paroles de révérence à la source. Et pour cela, je prends les signes de l'encre que je me porte toujours, soit sur ma main, soit autour de mon cou. Et je dis, Nuk penukut, nuk penukut, nuga penukakut, nugarkut, nugarkut. Ainsi soit, haché, Douaou Netcher. Eh bien, le titre d'aujourd'hui traite de la traumatologie mélanodaire et de la voie vers la solution. La solution est la libération. Mais laissez-vous guider à travers cette étude qui n'est sûrement pas nouvelle pour ceux qui sont habitués soit au Raoult et Tepou ou soit au Djed Chetaout Zulu. La traumatologie noire ou les traumatismes mélanodaires a une configuration spéciale et il est important que nous apprenions à l'identifier, à l'analyser pour mieux la comprendre. Un traumatisme subi porte à des conséquences sur les plans physiques, a des conséquences sur les plans psychiques. Mais le traumatisme s'appuie avant tout sur les plans spirituels, créant ce qu'on appelle une désintégration. La désintégration est une désunité. Quand il y a une désunité, on n'est plus en forme. La forme renvoie à l'information. Donc, quand on n'est plus en forme, il y a perte d'information. Mais quand on dit information, c'est quelle est l'information dont on est en train de parler? Nous allons rappeler depuis combien de temps les traumatismes
a affligé les peuples mélanodermes. Quand il y a des unités, cet traumatisme va très loin dans l'espace et dans le temps. Elle commence encore bien longtemps avec l'attaque des Brahmanites, si les mélanodermes vivant dans les régions de l'Inde. Je l'ai souvent dit et je le répète aujourd'hui, il y a très longtemps, tous les espaces vivibles étaient occupés par les mélanodermes. Donc quand on apporte l'idée ou la théorie de l'esclavagisme ou du commerce triangulaire, cela ne peut être qu'une fausseté en soi. Mais ce qui a existé et a eu lieu, ce sont ce qu'on appelle des déplacements de masse d'un endroit à un autre. Les déplacements de masse d'un point à un autre peuvent être définis, ce qui est des commerces triangulaires. Mais les déplacements de masse de part et d'autre à travers le globe terrestre n'a rien à voir avec l'historique de l'esclavage qui veut que les Noirs et les mélanodermes soient exportés de l'Afrique vers les autres mondes. Cela, nous l'avons affronté. Mais aujourd'hui, nous voulons parler de la traumatologie, le traumatisme, et je veux que nous comprenions cela, parce que nous devons apprendre à nous connaître mieux, du mieux que nous pouvons. Nous avons subi, pour ne pas parler d'injustice, parce que c'est de l'injustice dont il est question, une situation où nous avons été braqués, chassés de nos terres, arrachés de nos cultures. On nous a arraché nos cultures. On nous a arraché nos noms et déformés. On nous a arraché notre identité. On nous a sortis de nos maisons. On nous a sortis de nos villes. Et ces villes ont été rebaptisées et occupées. En partant d'un seul mélanoderme, nous pouvons dire que ce monde est sous occupation parce que d'origine, elle est que mélanoderme. Dans le sens où les cultures mélanodermes ont précédé tous les autres mouvements culturels existants d'un période de 180 000 ans. Ce qui revient à dire toutes les cités antiques et vieilles, civilisatoires, toutes les fouilles archéologiques enfouies partout dans le monde, c'est un patrimoine culturel du monde mélanoderme qui a été offert aux autres. Mais de ces autres, nous avons été niés toute évidence. Et ceci a constitué un traumatisme. Pour axer les discours dont je suis en train de faire, nous allons prendre exemple d'un élément. Quand les États-Unis est allé en guerre contre le Vietnam, une guerre qui a décimé des millions de Noirs, nous allons rappeler Mohamed Ali, qui a été forcé, emprisonné, parce qu'il avait refusé d'aller en guerre contre des gens qui ne lui avaient jamais rien fait, les Vietnamiens, qu'on avait surnommés les Viet Cong. Eh bien, les militaires américains, justement, ils ont subi des situations atroces d'un peuple qui devait défendre son intégrité territoriale, culturelle et son patrimoine spirituel. Les Américains ont subi les traumatismes énormes de cette guerre. Rentrés aux États-Unis, ces gens, ces militaires, avaient été renvoyés à la vie civile. De toute façon, la guerre était finie. Ils étaient devenus des chômeurs, des gens qui n'avaient rien appris d'autre que manier les armes. Et maintenant, ils étaient livrés à la vie civile. Ils ne savaient pas réagir. Les tensions au niveau de la société s'accentuèrent. Des simples discussions ou reproches débordaient en des crimes meurtrières, à des accords d'éléments. Eh bien, la décision fut prise de construire le Pentagone, qui était un centre psychiatrique où tous ces militaires avaient été collectés et mis à l'intérieur et traités. Et au fur et à mesure du traitement, les personnes étaient relâchées et réintroduites à ce qu'on appelle une vie civile.
Le monde mélanoderme connaît une traumatologie qui a fait qu'il soit l'esprit noir et soit sorti du monde des mélanodermes. On a été forcé à sortir du monde des mélanodermes et à nous adapter à un monde très hostile. D'où une double traumatologie. Celui de l'arrachement et de l'insertion dans un monde hostile, ennemi. Eh bien, de la toute première invasion hittite, suivie par celle assyrienne, et suivie par celle turque, par après arriver à celle grecque, romaine, et l'invasion de l'Occident. Nous avons une période énorme de la traumatologie. Et cette traumatologie part de l'Égypte antique, se poursuit jusqu'à ce qu'on arrive au XIIIe siècle, fin XIIIe siècle, l'arrivée des destructeurs dans l'état Netcher, la terre de Netcheru, qui est aujourd'hui ce qu'on appelle le royaume Congo. Et là, nous avons une élite qui commence. Cette élite-là part du XIIIe siècle pour le royaume Congo, a commencé bien avant. 11e siècle, 10e siècle, rappelons-nous la destruction de la cité de Tombouctou, la mise à feu de toutes les universités à Tombouctou. Rappelons-nous de la mise à feu de la librairie d'Alexandrie, pour ne citer que quelques exemples. Eh bien, cette traumatologie a été constante. Et cette traumatologie, au fur et à mesure de son actuation, procédait à la fragmentation de l'unité culturelle, contribuait à la fragmentation de l'esprit collectif, contribuait à la fragmentation culturelle et à la perte de la mémoire ancestrale. De ce siècle passé depuis Tombouctou, qui est un intermédiaire à Kemet, qui lui vient après l'Inde. Nous procédons jusqu'au XIIIe siècle au royaume Congo. Et nous allons jusqu'en 1885. Parce qu'en 1885, cette guerre militairement commencée depuis très longtemps va connaître un succès. En 1884, les forces mélanodermes sont vaincus. Ils sont vaincus parce que les mélanodermes avaient été utilisés. Les premiers mélanodermes tombés avaient été donnés le choix: mourir ou tourner les chemises. C'est ainsi que les légions qui envahissent les royaumes Congo étaient principalement composées de militaires mélanodermes. La guerre, la victoire de l'Occident contre le monde mélanoderme a été rendue possible par l'action, la participation des fils et filles des Kama qui ont pris part à cette guerre contre les siens. Je dis cela parce que nous devons évidencier une rupture importante. La rupture qui s'est matérialisée à travers une guerre des uns contre les autres au profit de l'étranger. Et cette mentalité va s'ensédier, va se cristalliser dans la psychologie populaire et va prendre son chemin. Ainsi donc, arrivons au XVIIIe siècle, en 1885, sur le Tanetcher et l'Afrique entière commence la colonisation. La colonisation, lui, est un processus de mise en fonction. Quand la fonctionnalité divine du mélanoderme avait été déviée à la fonctionnalité
du service vers non plus les créateurs à la source de toutes choses, mais vers l'homme blanc, le nouveau Dieu installé, représenté psychologiquement par ce qu'on appelle le culte de Jésus-Christ. Et nous avons continué de 1885 aux années 60, où nous allons parler des grandes libérations ou des grandes indépendances. D'où les noms qui sont au-dessus. Nous avons, pour ce qui concerne l'Afrique, Sékou Touré, Patrice Lumumba et bien d'autres. Thomas Sankara, qui sont les ancêtres qui ont marqué, après la génération de Antonin Firmin et de Moussia Marcus Garvey, dont l'événement dans l'année 1, 1887, et ensemble avec Fumukimbangu, symbolise le début de la Renaissance. Les rentrées dans les déserts que nous devons traverser, telles représentées par la configuration spatiale de l'histoire qu'on appelle la déambulance des Hébreux dans les déserts, qui nous commence avec l'événement de Fumukimbangu et Marcus Garvey qui devait nous conduire vers la libération. Eh bien, j'ai délimité une longue période de traumatologie. Et si dans les 10 ans ou 15 ans de la guerre du Vietnam, la traumatologie, les traumatismes de 10 à 15 ans de guerre a porté à des gens à devenir malades au point de commencer à s'entretuer dans le riz, imaginez une période de 500 ans de traumatologie. Quelles peuvent en être les conséquences? À toute situation, il y a toujours des conséquences et des bénéfices. Les bénéfices sont en faveur du colon, parce qu'il a créé une race du point de vue psychologique soumise à elle. J'ai découvert que vers les Océanies, il y a une tribu de Noirs qui ont une religion où les dieux de cette religion est le prince Charles d'Angleterre. Ah oui, absolument, oui. C'est une religion qu'on appelle la religion du prince Charles. Il y a une religion pratiquée par des mélanodermes où leur dieu, c'est le prince Charles, le mari de la reine Élisabeth, la reine d'Angleterre. Pourquoi? Ça, c'est les effets de la traumatologie. Pendant très longtemps, et je parle spécialement de l'esclavage, de ceux qui sont finis dans l'esclavage. Et l'esclavage n'est pas ce que nous avons été appris, mais plutôt les militaires qui sont tombés dans les pièges, ou les gens qui ont été pris par les razzias, conduits. Les razzias ont été prévalentement, spécialement du côté occidentaux, ont été conduits par des Noirs qui avaient tourné les Kazakhs, trahi les siens. Eh bien, pendant très longtemps, on a été porté à n'obéir qu'aux Blancs. Du point de vue pratique, c'était les Blancs qui étaient aux commandes. Certaines règles coloniales inscrites ou écrites par Hitler voulaient que dans un assemblée, dans n'importe quelle assemblée régionale, africaine, mélanoderme, il y avait ce qu'on appelle les systèmes de chefs coutumiers. Et si vous regardez les chefs coutumiers, ils ont une veste au-dessus, ok, et une pagne africaine au bas. Cela signifie que l'autorité coloniale, il représente des mondes. Il représente l'autorité coloniale inscrite par la veste qu'il porte, et les pagnes représentent le monde africain. Et la veste se trouve au-dessus du pagne. Cela, vous ne les trouvez jamais vêtus d'un jeans. Disons, vous ne les trouvez jamais vêtus d'un jeans et d'un vêtement africain au-dessus. Qui signifie la domination des cultures africaines sur celle occidentale. La représentation de la domination africaine sur celle occidentale. Ça symbolise. Quand vous voyez au Ghana,
ou au Nigeria, vous avez cet habit que vous me voyez porter souvent. Il est porté en ayant, par exemple, un jeans au bas, qui représente la domination de la culture africaine, si la culture occidentale. Mais les chefs coutumiers en Afrique centrale, vous les voyez vêtus d'une veste occidentale au-dessus et d'une panne africaine en bas, qui symbolise la domination du système occidental, ce système africain. Et ce sont ces représentants-là qui ont été inscrits. Mais néanmoins, la loi voulait que dans toute assemblée où un chef coutumier ou une autorité locale était disponible, dès qu'un enfant blanc de 3 ans s'est présenté, il absorbait toute l'autorité. C'était lui qui dirigeait l'assemblée. Pendant trop longtemps, nous avons appris à idolâtrer. Si les documents chrétiens appelés la Bible dit ne faites pas l'idolâtrie avec les bois, les Africains n'ont pas commis cela parce qu'ils ont idolâtré directement les blancs, en chair et en os. Pendant que plusieurs personnes ont des dieux qui sont conceptuels, les dieux mélanodermes, lui était en chair et en os. Il était représenté abstraitement par la notion de Jésus-Christ, mais de manière pratique par tout blanc qui se présente devant vous. Et cela est une traumatologie. Imaginez aujourd'hui que nous sommes arrivés dans le kémétisme, dans les mouvements kémétisme. Mais les mouvements kémétisme se portent avec lui les charges, les poids d'une traumatologie exceptionnelle. C'est ainsi qu'on veut être kamit extérieurement, avec toute la bonne volonté. On veut être kamit. Mais pouvez-vous penser à un malade qui tout simplement veut être en bonne santé et l'est difficile? Je ne dis pas impossible, je dis difficile. C'est l'héritage que nous nous trouvons devant nous. L'héritage est celui d'avoir été déstructuré, désacralisé, détronisé et séparé les uns des autres. À travers un mécanisme traumatologique implémentif, dont les agents proporteurs du syndrome deviennent 7 générations anciennes. Pourquoi? Parce qu'il y a eu absorption de l'identité de l'homme blanc. Et chacun n'aspire qu'à ressembler le plus proche possible à un homme. Un homme éduqué en Afrique, dans la conception mélanoderme, un homme éduqué est un homme qui ressemble le plus possible à un blanc. C'est la preuve d'être éduqué. Un homme charmant, un homme beau, c'est l'homme qui ressemble le plus possible à un blanc. Une femme belle. Et là, le drame est encore 4 fois plus profond. La femme belle, regardez vos enfants. Regardez vous-même, cher Moutz et cher Sénète. Regardez dans les miroirs. Quand vous voulez sortir, allez dans les soirées. Regardez-vous dans les miroirs. Quand vous voulez sortir, cher Maté, à quoi ressemblez-vous le plus? À une femme blanche. En fait, un des commerces les plus fructueux aujourd'hui est le commerce des cheveux des femmes blanches. Que l'on achète à très cher. On a perdu le sens intrinsèque de la divinité qui est en nous. Et on veut la superposer avec les divins que l'on voit à l'extérieur. Car tout homme est fait à l'image de la divinité. Et tout homme recherche à ressembler à son divinité. Telle est la nature de la psychologie divine. Chaque créature veut ressembler à son créateur. Chaque créature veut ressembler à ce qu'il croit être divin, ce qui lui a été enseigné être divin. Et l'effort mis dans le peuple mélanoderme a ressemblé le plus possible à l'homme blanc et indicateur de qui est réellement son Dieu.
Son Dieu n'est pas l'argent. Le Dieu, ce n'est pas la source de toute vie. Son Dieu, c'est son bourreau. Parce que le syndrome de Stockholm s'est amplifié dans la psyché et a créé un culte d'adoration et de soumission à un être à chair et à os. Cette soumission porte à une assimilation, auto-assimilation. C'est ainsi que, Aïmé, mes frères et sœurs, quand on me voit vêtu en africain, on me regarde de manière étrange. Mais la même personne, il suffit que je mette une veste Versace alors. Les jeunes filles, nos scénettes, quand ils vous voient vêtus en cuir, avec des écrits absurdes, Mazatomo, dont la signification échappe à la psychologie mélanoderme, ils voient devant eux un homme beau. Un homme à marier. Un homme à présenter à la famille. Et la famille n'attend que ça, que leur fille leur apporte un homme blanc. Ou si ce n'est pas possible, un homme qui ressemble le plus possible à cette blancheté. Également pour nos hommes. Bien des kamites. L'idéal, ne les trahissons pas, ne les nions pas. L'idéal, c'est pourquoi nos scénettes doivent se déguiser en blanche. Mais parce qu'ils comprennent que les besoins, comme on dit dans la règle de l'économie, l'offerte, la demande guide l'offerte. Disons, la demande, l'offerte guide toujours la demande. Vu que de la psychologie des hommes mélanodermes, la demande est celui d'une femme blanche. Eh bien, l'offerte, de l'autre côté, les moutes et les scénettes, doivent se déguiser le plus possible à la femme blanche. En espérant recevoir l'attention de l'homme qui, lui, n'est qu'à la recherche d'une femme blanche. En fait, l'homme étant à la recherche d'une femme blanche et à la recherche de la mère, de la divinité, et allant vers la femme blanche, allant vers la femme qui le plus ressemble à une femme blanche, commet un sacrilège. C'est celui d'avoir remplacé la source divine. C'est celui d'avoir refusé la divinité en soi et recherché quelque chose d'autre. Ces ensembles d'éléments perceptibles du point de vue inconscient, nous ne sommes pas en train de parler de mécanismes inconscients d'actuation des principes, a un poids énorme sur les épaules. Quel est ce poids? Ce poids consiste dans le fait que nous nous sommes plus en mesure de nous voir, de nous accepter, de nous apercevoir. C'est ainsi que nous transformons nos villes. Nous dénaturons, nous tuons le chair qui lui est le chair, le créateur à la source, et la transformons en des cités mortes occidentales. Eh bien, ces poids-là, cette situation-là, est hautement cancérogène. Nous sommes affectés d'un cancer culturel dont les symptômes ont été relatés avec soin et clarté. Et que de ces symptômes-là, naît la possibilité d'une voie pour la guérison. De ces symptômes-là,
s'y maintenir dans l'état et dans la nature dans laquelle elle se retrouve. Toute victoire est impossible. Ceci dit, venons-en au bout. Nous avons besoin de nous reconnecter à Nzambe Ampungu, à Maweja Nangila, à Olodu Mare, à Unkurunkuru, au Dieu, tel représenté dans la différente cosmogonie, couche du monde mélanodaire. Nous avons besoin d'une nouvelle alliance. Nous avons un besoin d'un centre de rééducation et de réadaptation à la vie mélanodaire, parce que nous l'avons perdu il y a longtemps. Il y a tellement longtemps que nous l'avons perdu que la normalité dans laquelle nous vivons a fini par devenir une normalité pour nous. Ce que nous percevons comme modèle de vie, comme normalité, comme voie caractéristique, sont des éléments atypiques. Cette atypicité de ces caractères, de ces éléments, ne sont pas visibles dans la perception, mais sont visibles dans les regards des résultats devant lesquels nous sommes. Quels sont les résultats? Eh bien, nous fonctionnons encore sur le modèle colonial pour lequel nous ne pouvons pas coopérer entre nous. Nous ne nous voyons pas entre nous. Nous ne nous acceptons pas entre nous. Nous ne voulons pas une autorité mélanodaire. Nous ne voulons pas celui à nous donner les règles, soit l'un d'entre nous, à moins qu'il les récit du colon. C'est ainsi que pour être reconnu, l'on doit partir du monde mélanoderme et venir étudier dans le monde occidental. Il faut avoir un diplôme qui a été proféré par une institution blanche pour avoir de la valeur. Quelqu'un dira, mais il y a aussi le diplôme en Afrique. Oui, de l'université dont les matières sont dictées par l'UNESCO. Nous retournons au même. C'est ainsi qu'on sort de l'église romaine catholique et parce qu'il y a une diction qui sort du Vatican, on va vers les pasteurs, mais nous sommes dans la même profil, la même série. Pour être crédible aujourd'hui, il faut ressembler à un blanc. En fait, dès que l'on rentre de l'Europe, tout le monde vous appelle vieux. Et tout le monde vous respecte. Mais quand vous venez de l'intérieur, quand vous êtes dans une capitale africaine, vous venez de l'intérieur, eh bien, vous êtes dérivé. Vous êtes méprisé. Personne ne vous accorde aucune valeur. Mais quand vous venez de l'Espagne, de la périphérie de l'Espagne, d'un petit village enfoui dans les fins fonds de l'Espagne, de l'Italie, quand on vient des fonds de Minnesota, de Mississippi, où la pauvreté est excellente d'une manière incroyable, quand on rentre de Los Angeles, où on vit à la rue, et qu'on descend en Afrique, on est respecté. À la limite, glorifié. Parce qu'on est venu du paradis terrestre et noir, qui est la demeure du colon, la demeure des descendants sur un ton racial de Jésus-Christ ou de Mahomet. Et où est-ce que cela nous place? Et où est-ce que cela nous laisse? Nulle part. Mais seulement, non seulement que cela nous laisse nulle part, cela ne nous donne aucune, j'insiste, aucun objectif pour le futur, aucune vision pour le futur. La vision, notre vision dérive
de celles des autres. Les autres doivent travailler et nous donner les raisons. C'est ainsi que, même pour les vêtements, nous devons attendre que l'Occident s'habille. Et une fois qu'ils se sont habillés, il y a ces gens ici, des sociétés qui récoltent les habits que les Blancs, et même les sous-vêtements, même les soutiens pour les femmes. Ils sont récupérés et puis on en vend en Afrique. Et vous achetez. Même pour les habits, vous devez utiliser ce que les Blancs ont utilisé et puis laisser à côté. Parce que ceux qui peuvent se permettre des habits nouveaux, au même titre que les colons, eh bien, sont ceux qui ressemblent aux colons. C'est ceux qui ressemblent aux divins. C'est ceux qui sont acceptés à grand nombre de la société de ces divinités, des mélanodaires. Mais sinon, aux autres, à la base plébéie, voilà les dessins de la traumatologie. Une analyse choquante, mais qui est aussi vrai que le soleil se lève chaque jour à l'est et se couche à l'ouest. Devant un cadre de ce genre, toute possibilité de victoire est inexistante. Et celui qui pense à une possibilité de victoire dans ces conditions est fou, est encore plus fou que les autres. Le monde tel qu'il est commandé par des esprits. L'invisible précède les visibles. Et l'organisation du monde occidental est une organisation de leur monde spirituel qui absorbe les nôtres. Mais dont l'incompatibilité dans la transmission des connaissances et des techniques nous laisse autre que la place de l'esclave. C'est-à-dire c'est lui qui obéit aux ordres. L'unique possibilité pour toute manifestation existentielle sur ces plans, voulant évoluer, et c'est lui. De l'union, d'une alliance avec le monde spirituel dont il est. Mais cette alliance doit être faite sur des bases véritables. Ces alliances doivent être faites sur des bases authentiques. Et quand je parle d'authenticité, je suis en train de parler de l'union. Mais cette union doit naître avec des objectifs dont la plus puissante est celui de réadapter à travers un cheminement spirito-psychologique les mélanodermes égarés, fragmentés dans un phyllogisme, dans un syllogisme occidental dans le monde mélanodaire. Sans cette réadaptation, eh bien, toute peine est perdue. Quand nous parlons de l'histoire mélanodaire, et je vais rentrer un peu dans un petit détail, quand je parle à mon propre père, et je lui demande le nom de certains de ses ancêtres, il n'a aucune idée. Il ne sait pas me dire avec exactitude le nom de ses arrière-grands-parents, grands-parents, tout cela est perdu. Avoir ainsi, il est facile de donner la faute à celui qui ne se souvient pas, pour dire qu'il a oublié ses ancêtres. Mais ce raisonnement est typiquement fausse. Parce que l'alternative serait que ces personnes-là étaient des personnes assez insignifiantes, qui n'ont pas marqué leur temps, qui ont respiré de l'oxygène de la naissance jusqu'à la mort. Sans des personnes qui n'avaient pas une force de volonté. Des personnes qui n'ont pas contribué à l'évolution.
Des personnes qui ont vécu en s'immisçant la vie. Et ce niveau de significance a fait que dans la mémoire de leurs descendants, ils ont été dissous. Eh bien, nous devons nous rendre compte que la même destination peut nous arriver.